Brique. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Karima. Si tu me permets, j'ai déjà des gens qui réagissent au vouvoiement, puis on pourra y revenir plus tard. Vous savez, on aime ça vous entendre et vous lire aussi le 187 Cube Radio. C'est moi qui est là et qui va prendre vos commentaires. Il y a Marcel qui nous dit « Le vouvoiement, c'est comme ouvrir la portière de l'auto ou ailleurs, ou ouvrir une porte pour une dame. Faut pas arrêter de le faire, en ce sens où c'est quelque chose digne de respect. » Il y a quelqu'un d'autre qui nous dit également que c'est la base du respect et que les jeunes vont devoir apprendre aussi à conjuguer leur verbe avec vous, parce que ça part par une bonne connaissance du français. Petite pointe de Louise de Montréal. Ben d'accord, Cybèle, je vous entends bien. Oui, moi de même, Karima. Et salut Nick. Comment allez-vous? Ben, je vais très bien. Vous-même, soudainement, c'est même sérieux. en vous voyant, tout le monde se redresse un peu. Vous Faut voyez, qu'on se replace la cravate. ça Ben oui. donne un Excusez, peu pardon. Il s'attache la cravate, Comment Nick, allez-vous présentement. dessus? Oui. Ah oui, c'est vrai. Souvent, les Français qui je parle disent, vous rajoutez toujours des « tu ». Tu sais, tu veux-tu? Tu Oui. veux-tu? Tu penses-tu? Voulez-vous-tu? Oui, je trouve ça très drôle. Il y a une, Voulez-vous-tu? C'est la meilleure. il y a une librairie québécoise là-bas qui s'appelle Tu lis-tu. Ah, c'est mignon quand Quel même. hommage. Ouais, c'est Non, comme un c'est bel beau, ça, hommage. c'est bien Ben, moi, trouvé. je trouve que c'est quand même, ça, c'est quelque chose de Chouette. charmant de Ben oui, pour le c'est Québec. mignon, c'est ça. On n'est pas C'est- obligé de faire pareil à tous les jours dans Non, le quotidien. Là. Exact. Tu viens Non, dessus. puis, je pense qu'il y a des moments, oui, c'est ça. Il y a des moments où le vouvoiement est à l'honneur. Évidemment, on est entre C'est une entre belle amis, entre particularité, nous, on se tutoie, tout de va la langue bien. là. française, Exactement. qu'il n'y a pas Voilà. en anglais, qu'il y a dans d'autres langues. Tout à fait. Profitons-en. Et on va aller maintenant, on se transporte du côté des États-Unis pour aller voir, justement, on va aller prendre le pouls de ce qui se passe aux États-Unis. Et cette fois-ci, on va prendre le pouls, on va aller lui parler. Il est à Paris en ce moment. Gérald Olivier, qu'on a eu la chance, avec qui on a eu la chance de discuter la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et auteur de l'excellent livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. Je vous invite à faire cette lecture. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ben, c'est ça, on va se tourner notre regard du côté de cette fameuse grande et belle loi, je cite, parce qu'elle l'a appelée comme ça, cette loi de Donald Trump. Là. Et en ce moment, ça joue parce que ça a été adopté au Sénat. Là, mais en ce moment, c'est du côté de la Chambre des représentants et je regarde, c'est ça, évidemment, je faisais l'introduction de l'émission, ça a peut-être bougé depuis 2-3 minutes. Où en est-on avec l'adoption de cette belle et grande loi de Donald Trump? Bien écoutez, Karima, elle est devant la Chambre des représentants. Et si j'ai bien suivi, elle est devant la Chambre des représentants depuis hier. Et une motion a été acceptée pour que le vote ait lieu. Et je crois que le vote, pour l'instant, n'a pas encore eu lieu parce qu'un démocrate, le chef de la minorité démocrate, M. Rakim Jeffries, est en train de faire un discours marathon qui n'a aucun objectif réel, si ce n'est gagner du temps ou plutôt en perdre, parce que côté républicain, la promesse faite à Donald Trump et la promesse faite par Donald Trump à ses propres électeurs, c'était que cette très très belle loi, appelée ainsi par lui-même, comme vous l'avez précisé, mais cette méga bill, on l'appelle aussi la méga bill parce que c'est une loi énorme, elle fait plus de 1000 pages et qui contient l'essentiel de son agenda électoral. Cette loi, il avait promis qu'elle serait signée et sur son bureau avant le 4 juillet. Donc le 4 juillet, c'est demain. Donc on est véritablement à la date limite et on vit ce moment politique. Disons pour tous vos auditeurs, mais je pense qu'ils le savent déjà, que cette loi est capitale pour la réussite du mandat de Donald Trump parce que l'essentiel de ses promesses électorales ont été rassemblés en un seul texte et compte tenu des majorités extrêmement étroites dont disposent les républicains à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, ils ont considéré qu'un seul vote était le moyen le plus sûr de le faire. Donc on est en train de vivre ce second vote. Le texte de loi a été adopté une première fois à la Chambre. Il est passé au Sénat, il a été adopté au Sénat en début de semaine. Il revient à la Chambre et si la Chambre le vote, il ira en signature pour le président et à partir de demain, ce texte deviendra une loi aux États-Unis.
Mhm. Et donc, vous dites, c'est très important pour Donald Trump. Évidemment, du côté de l'opposition, on dit beaucoup de choses. On dit qu'il y a, par exemple, des personnes parmi les plus vulnérables des États-Unis qui pourraient en écoper, là, c'est-à-dire certains pourraient perdre, nous dit-on, là, leur accès à des programmes publics d'assurance santé. Il y a aussi l'aide alimentaire qui pourrait être touchée. Et il y en a aussi, si on regarde le bureau budgétaire là, du Congrès, qui dit que cette One Big Beautiful Bill augmenterait la dette de plus de 3 000 milliards de dollars d'ici 2034. Pourquoi Donald Trump veut aller de l'avant malgré ces éléments qui semblent problématiques là, pour plusieurs? Alors, il veut aller de l'avant d'abord parce que c'est ce qu'il a promis à ses électeurs, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un débat politique derrière cette loi, bien évidemment, et il y a énormément de désaccords quant aux projections chiffrées que l'on peut lire à droite à gauche, y compris celles du CBO, hein, donc du bureau du budget qui est chargé de faire ce type de projection, parce que il table sur des taux de croissance qui ne sont pas forcément ceux que les États-Unis espèrent, et que cette loi devrait, comment dirais-je, engendrer. Mais moi, ce qui me frappe le plus dans ce texte de loi, et moins sur le fond, mais au moins sur la forme, c'est que à aucun moment du processus, le moindre démocrate n'a cherché à se rallier au texte de loi. Et ça, c'est pas ainsi que sont supposées fonctionner les institutions américaines. Cette loi, elle fait 900 pages, elle en faisait un petit peu plus de 1000, elle touche à énormément de sujets, l'immigration, la frontière, la justice, l'économie, la dette, vous l'avez dit, il y a une réforme de dépenses du gouvernement, il y a une réforme de l'admission à un système d'aide médicale sociale, ce que les Américains appellent Medicaid. Il y a énormément d'entrées dans cette loi. Il y a surtout, et c'est le plus important, la prolongation de coupes d'impôts, de baisse d'impôts qui avait été imposée par Donald Trump en 2017. Et dans la perspective où cette loi serait rejetée, ce qui ne sera pas le cas, mais dans la perspective où elle aurait été rejetée, eh bien, ces baisses d'impôts auraient stoppé, ce qui aurait eu pour conséquence des hausses d'impôts formidables à partir du 1er janvier 2026 pour la plupart des Américains. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans cette loi énormément de choses qui sont bénéfiques, même à des électeurs qui pourraient être tentés de voter démocrate, et je suis surpris qu'à aucun moment du process, il n'y a eu le moindre député de gauche qui ait cherché à se rallier au texte. Je rappelle que le Congrès, le principe même du fonctionnement des institutions politiques aux États-Unis est une recherche de compromis. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le Congrès américain fonctionne de plus en plus comme un parlement. Dans un parlement, les députés sont issus au sein d'un groupe, ils votent avec le groupe comme un seul homme, sans se poser de questions. Et c'est pas du tout comme ça que les États-Unis jusqu'à présent ont fonctionné. Il y avait toujours une forme de recherche de compromis. On trouve parfois cette recherche et on trouve même ce compromis sur certains points de politique étrangère, mais à l'évidence sur la politique intérieure, ce n'est plus le cas. Et pour moi, ce n'est pas un bon signe. Là, vous parlez des oppositions, vous parlez des démocrates, mais il y a aussi, par exemple, Elon Musk. Et Elon Musk, bon, en ce moment, les relations sont très compliquées avec Donald Trump. On avait l'impression qu'il s'était peut-être rabiboché un petit peu après leur épisode quand même de rupture publique. Finalement, ben là, on a remis une pièce dans la machine dans cette saga hein, de cette bromance qui finalement tourne pas si bien que ça en ce moment. Elon Musk a beaucoup critiqué cette politique. Il dit vraiment c'est un affront au MAGA, au mouvement MAGA, à tous ceux qui ont voté pour Donald Trump. Lui, il fustige on sait qu'il était justement dans ce fameux département, le DOGE, le fameux département d'efficacité, si vous voulez, le budgétaire, pour aller couper dans le gras de l'administration, essayer de faire des économies. Pourquoi Elon Musk, justement, en veut à cette loi et le reproche à Donald Trump? Alors, vous avez parfaitement raison. Et en fait, cette loi, elle a créé un débat plus au sein du camp républicain. Et elle a créé un débat entre les partisans d'une rigueur fiscale, je dirais, extrême, dont fait partie Elon Musk, et les partisans de la croissance, et qui sont plutôt prêts, je dirais, à sortir du problème de la dette par le haut, c'est-à-dire par la croissance et le revenu, plus que par les économies budgétaires. Le problème, si vous voulez, c'est que Elon Musk, qui a rallié la campagne de Donald Trump très tardivement,
Il s'est rapproché de Trump à partir de la tentative d'assassinat de Butler en Pennsylvanie, à partir du 13 juillet 2024, donc il n'y a même pas tout à fait un an encore. Mais ça l'a beaucoup aidé, oui, c'est ça, parce qu'il a même mis beaucoup d'argent pour aider Donald Trump. Ah oui, il a mis plusieurs centaines de millions en quelques mois. Il a considérablement rassemblé le vote des jeunes, notamment, derrière Donald Trump. Par contre, il n'a jamais convaincu la base MAGA. Et la base MAGA, elle est beaucoup plus concernée par America First, et par, je dirais, une politique de croissance que simplement par des économies budgétaires. Et peut-être que l'erreur d'Elon Musk a été de trop croire à sa mission et de penser que le gouvernement se limitait à sa mission alors qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses derrière. Mais c'est vrai que dans cette loi, il y a, pour lui, il n'y a pas assez d'économies, il n'y a pas assez de coupes, il n'y a pas assez de lutte contre les fraudes, les abus et les excès, les gaspillages, ce pourquoi on lui avait demandé de l'aide au sein du gouvernement. Et donc le fait même que, dans un premier temps au moins, cette loi risque d'alourdir un petit peu la dette parce que justement, elle va prolonger un certain nombre de dépenses que lui considérait comme superflues, eh bien, il s'oppose très vigoureusement à ce texte de loi. Alors, il a menacé de monter un parti politique et même de financer des candidats contre un certain nombre d'élus républicains qui iraient soutenir le texte. Pour moi, c'est une quête don quichotesque, si vous me préférez, si vous m'autorisez ce néologisme. C'est une situation qui est vaine. C'est-à-dire que Elon Musk, c'est un homme d'affaires, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui a des visions géniales, qui est capable d'envisager le futur. C'est pas un homme politique et c'était pas du tout son milieu. Et je pense que là, parce qu'on est à chaud sur la loi, à nouveau, il a fait des déclarations un petit peu abracadabrantesques et assez alambiquées sur le danger qu'elle menace. Je pense qu'avec le temps, les choses reviendront dans l'ordre et que lui et Donald Trump finiront par se rabibocher en quelque sorte. Et vous dites, pour Donald Trump, c'est vraiment important, cette loi budgétaire. C'est vraiment son programme. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans. Mais pour les Américains, justement, pour la classe moyenne, parce que parmi les reproches qu'on fait effectivement à ce projet de loi, c'est de dire que ça va surtout bénéficier les baisses d'impôts aux personnes les plus riches. Et on sait qu'il y a aussi toute une part de cette Amérique qui était délaissée, là, qui avait été même délaissée par les démocrates qui ont voté pour Donald Trump, qui veulent et qui attendent beaucoup de ça. Est-ce que ces personnes-là vont être pénalisées quand je disais là, que... Non, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est une loi pour la classe moyenne. Et là, il y a alors, excusez-moi d'utiliser cet anglicisme, des talking points de la part de la minorité démocrate qui vous dit que c'est une loi qui va bénéficier à des milliardaires. Il n'y a rien dans la loi qui sert à cela, parce qu'il y a énormément notamment de subventions à toutes les industries vertes, dont certaines étaient tenues par justement déjà des milliardaires qui vont être supprimées, mais les baisses d'impôts auxquelles je faisais allusion, c'est celles qui ont été instituées lors du premier mandat de Donald Trump. Et ce qu'on a constaté à l'issue de ce premier mandat, et là les statistiques et les chiffres le démontrent, c'est qu'il y a eu de véritables gains de revenus après inflation pour les personnes aux revenus les plus modestes et pour la classe moyenne aux États-Unis. C'est exactement l'inverse que l'on a observé pendant les 3 premières années ou les 4 années du mandat de Joe Biden. Donc en fait, non, c'est pas du tout une loi pour les milliardaires, c'est une loi pour la classe moyenne et c'est une loi surtout qui risque ou qui a pour ambition de relancer l'économie, qui va participer à cette fameuse réindustrialisation, remanufacturisation en quelque sorte du tissu industriel américain, avec à la clé des emplois pour la classe moyenne et donc des revenus pour les Américains moyens. C'est pas du tout une loi destinée aux riches. Et d'ailleurs, c'est ce que la gauche n'arrive pas à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les républicains qui défendent le mieux la classe des travailleurs et la petite classe moyenne américaine. Et c'est eux qui le font en soutenant une économie créatrice d'emplois. Et les plus pauvres, là, qui, justement, qui ont peur sur la question de Medicare, donc sur ces soins de santé. Medicare puis sur n'est pas concerné. Hein. Mais Medicare n'est pas dans le texte du tout, c'est Medicaid. Donc Medicaid, c'est les revenus, c'est pas les plus pauvres, mais ce sont les revenus qui sont, comment dirais-je, un petit peu plus bas et qui bénéficient d'une assurance médicale particulière. Oui, moi donc, je parle de je parle, mais c'est pas la politique sociale de Medicare.
OK, mais je parle de Medicaid. Medicaid qui est visé, justement, et les programmes alimentaires. Donc ça, est-ce qu'il faut avoir peur de ça pour les Américains? Non, pour moi, pas du tout. D'autant que ce que fait le texte simplement, et là Elon Musk pourrait d'ailleurs le soutenir, c'est-à-dire que le texte a constaté qu'il y avait au sein du programme médical un certain nombre d'abus. Le programme consiste à fournir une assistance médicale, qui peut être d'ailleurs une assistance financière, à un certain nombre de gens qui ont des problèmes de santé suffisants pour les empêcher de travailler. Or, il apparaît qu'il y a un certain nombre de fraudes dans le système où des gens qui sont parfaitement capables d'avoir un emploi et de tenir un emploi, eh bien, ont déposé des dossiers pour être rémunérés sans avoir à travailler. Donc, il y aura là des contrôles qui vont être renforcés pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude au sein du système. Mais aucun des bénéficiaires actuels du système d'aide ne sera mis hors du système à l'issue de la loi. C'est juste une lutte contre la fraude. Et Gérald Olivier, donc demain, c'est le 4 juillet, donc la grande fête aux États-Unis. Et bon, évidemment, il y a eu des grands bouleversements. Comment vous voyez là, ces premiers mois à la tête, en fait, j'allais dire, où Donald Trump est à la tête du pays? On voit que du côté de l'opposition, ça a été compliqué pour les démocrates d'essayer d'exister à travers tout ça. On voit qu'il y a des grands changements. Il veut faire des grands changements, que ce soit, bon, vous avez parlé de cette relance de l'économie, de l'industrialisation. On sait que c'est guerre commerciale. Bon, j'entrerai pas là-dedans, c'est un autre sujet, parce qu'avec le Canada, c'est compliqué. En ce moment, il y a des négociations, même chose avec du côté de l'Europe. Comment vous voyez Donald Trump? Parce qu'il est énormément critiqué, évidemment, par les oppositions. Il y en a plusieurs qui le traitent de fasciste. On entend ça beaucoup. Là. C'est quoi votre lecture, là, en quelques mots, après quelques mois, justement, de Donald Trump à la tête du pays? Alors, moi, je serai justement aux États-Unis d'ici une quinzaine de jours pour la fin du mois de juillet pour prendre la température du pays en direct. Mais vu de l'extérieur, ce que je constate, ce sont deux choses. La première, c'est qu'il y a un nouvel optimisme aux États-Unis. Et ça, il faut rendre hommage à Donald Trump pour être capable de faire ça. C'est quelque chose, je travaille à Paris, comme vous, à une certaine partie de l'année, c'est un sentiment qui n'existe pas en France. Le président Macron n'a jamais été capable de redonner espoir aux Français. Je considère que Donald Trump, lui, a été capable de redonner espoir à un certain nombre d'Américains, espoir en leur pays, espoir en leur économie, espoir en la cohésion de la société. Ça, c'est une chose. La deuxième chose que je constate, c'est que justement en face, comme vous le soulignez, l'opposition démocrate est silencieuse et qu'elle est de plus en plus dominée par ces extrêmes et que ces extrêmes sont même eux-mêmes de plus en plus limités aux deux extrêmes géographiques du pays, c'est-à-dire d'un côté New York et New York City, la ville de New York, de l'autre côté Los Angeles. Et on a vu ça à travers les émeutes qui ont eu lieu il y a quelques semaines au sujet des expulsions du territoire. Et on vient de le constater en début de semaine à New York avec la primaire démocrate en vue de l'élection du maire et la victoire d'un candidat qui se veut démocrate socialiste, c'est-à-dire en fait radical d'extrême gauche et prêt à mettre en place des politiques marxisantes et néo-communistes à New York. Et c'est pas du tout en phase avec le pays. Donc on constate que le Parti démocrate, qui a déjà été débordé par son aile la plus radicale à l'occasion de la présidence de Joe Biden, n'a pas encore été capable de prendre la mesure des choses et que pour l'instant, il n'y a pas d'opposition au centre. C'est un grand vide et le parti, d'une certaine façon, est miné par ses propres extrêmes. Par contre, l'Amérique du milieu, l'Amérique profonde, l'Amérique des provinces, l'Amérique du Midwest et des États de l'intérieur, et cette petite Amérique majoritairement blanche et qui constitue en partie la base MAGA, mais qui a aussi pendant longtemps soutenu le Parti démocrate, je crois que c'est elle qui aujourd'hui a des raisons de croire en un certain avenir. Et si les chiffres disent vrai, on constate quand même un certain redémarrage de l'économie, aussi bien en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne la maîtrise de l'inflation, en ce qui concerne les investissements aux États-Unis. Oui, donc, il y a eu des chiffres ne s'est passé que qui 6 peuvent mois. être... certains diront, oui, c'est peut-être surprenant, mais c'est vrai que les chiffres qu'on a eus là, au cours du dernier mois, par exemple, sur l'emploi, c'est quand même, il y a quand même quelque chose de positif, là. Vous l'avez constaté sur le terrain. Oui, absolument. Et c'est tout l'enjeu de cette loi.
parce que cette loi contient un programme économique de déréglementation qui doit justement aider une certaine industrie à repartir, l'énergie, l'industrie, l'automobile et d'autres, et qui aura une incidence considérable sur le reste du mandat de Donald Trump. Bien, Gérald Olivier, merci beaucoup pour ce son de cloche parce que c'est vrai qu'on entend énormément de critiques à l'égard de Donald Trump, mais c'est intéressant de voir aussi qu'il y a une autre Amérique, il y a aussi des Américains qui soutiennent Donald Trump. Oui. Et donc ça, c'est aussi important de le mentionner. Ça nous permet de comprendre justement ce qui se passe là-bas, pourquoi il y a certaines politiques, pourquoi il y a des choses qui sont faites comme elles le sont en ce moment. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne suite des choses. Merci Karima, merci de votre invitation. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'était Gérald Olivier, donc journaliste franco-américain et donc aussi auteur du livre Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond et chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Salut Nick! Allô Karima? Oui. Ben écoute, non, c'est ça. On parlait de ce qui se passe aux États-Unis. C'est important, évidemment, ça va avoir des conséquences pour les prochains mois, les prochaines années. C'est vraiment un changement de cap, là. Oui, bon, là, les économistes, les universitaires, les analystes débattent à savoir si le fameux One Big Beautiful Act bénéficie davantage aux très riches qu'aux pauvres ou pas. J'hésite à embarquer là-dedans. Oui, c'est ça à suivre, hein, oui. C'est ça. Monsieur Olivier nous a donné d'ailleurs un éclairage qui est manifestement plutôt d'inclinaison républicaine, là, on l'aura compris. Ça ne veut pas dire qu'il se trompe, mais c'est tellement polarisé aux États-Unis. Quand je l'entendais dire qu'il est surpris que aucun démocrate n'ait voulu s'associer à ce texte de loi, ben moi, je ne suis pas si surpris que ça. Parce que là, c'est tellement, c'est ça, plus polarisé. Que jamais. C'est une société cassée en Mais deux, je trouve qu'il a politiquement. dit quelque chose de vraiment intéressant parce que c'est vrai, on disait, où est l'opposition vraiment démocrate puis des voix fortes et tout ça? Et la voix qu'on entend maintenant, c'est vrai que ce sont les voix qui sont très radicales, en fait, qu'on pourrait même dire dans certains cas d'extrême gauche, notamment quand il a fait référence à ce qui se passait à New York avec Zoran Mandani. On en parle beaucoup, à la primaire démocrate. Le nouveau populisme. Là, le taxage pas le taxage, mais taxer davantage, c'est pas la même chose. À moins que... oui, c'est ça, je voulais dire. Ça se rejoint, je pense, là. C'est un beau le lapsus. Oui, bien, en fait, c'est cette idée là, de taxer même certains quartiers dits plus riches, mais même, ça a été spécifié, il y avait un document qui était là, dans sa campagne électorale, et puis c'est un document, finalement, où on parle de taxer des quartiers plus blancs. C'est pas juste de dire, oui, vous faites plus d'argent, mais cette connotation-là, c'est comme si on pouvait dire ça. C'est assez... Mais c'est ce qu'on voit partout. La gauche social-démocrate, c'est un peu usée. Elle est en même temps victime de ses succès parce qu'elle a réussi certaines choses, mais en même temps, elle peine à s'adapter aux préoccupations du jour. La gauche ne veut pas aborder l'immigration autrement qu'en faisant la morale à tout le monde, par exemple. Et là, donc, elle se radicalise maintenant, puis elle est dominée par ces forces-là qui sont à l'extrême, en fait, pour le dire comme ça, à l'extrême du spectre. Là. Je ne veux pas dire nécessairement extrême gauche parce que le terme a une connotation historique, mais c'est l'ultra-gauche, on va dire ça comme ça, ce qui laisse effectivement un vide au centre. Puis la gauche radicale, on peut aussi un autre débat sémantique, là, mais bon. Oui, quoique le radicalisme, sur papier, c'est pas l'extrémisme. C'est simplement aller à la racine des problèmes. Alors là, on est peut-être dans l'extrémisme ici, puis on le vit ailleurs, on vit ça, on le voit au Québec, là, avec Québec solidaire, ce parti-là. C'est campé de plus en plus dans cette gauche-là. Il tombe un peu dans le vide, ce qui va laisser beaucoup de place au centre et à d'autres extrêmes peut-être. Alors, vaste débat. Puis j'écoutais ton invité hier qui a décidé d'aller faire un voyage à Terre-Neuve plutôt qu'aux États-Unis pour protester contre ça. Qui a boycotté. Il faut vouloir, pareil. Oui, c'était même politique. C'est politique, puis beaucoup de Québécois le font. Moi, j'irai pas jusque-là. Pas jusqu'à Terre-Neuve. Va pas très loin parce qu'on se parle dans un instant.